Direction notre troisième sujet, nous revenons donc sur le plateau, prenons la direction de l'Inde, New Delhi, où s'est tenu ce week-end le sommet du G20 avec à l'ouverture samedi l'intégration de l'Union africaine. L'Union africaine faite membre du G20, donc c'est le sujet de ce troisième plateau pour ce numéro de Regard croisé. L'Union africaine ou bien l'Union africaine a été invitée à intégrer donc le G20 à l'ouverture de ce sommet. Il reste encore que tous les membres donnent leur accord, mais l'Union européenne a donné son accord pour cette intégration de l'Union africaine à ce grand rassemblement des 20 plus grande puissance mondiale, occasion pour les puissances africaines ou bien pour les pays africains de pouvoir faire valoir leur point de vue, de pouvoir peser aussi quelque part dans les décisions internationales, surtout au niveau financier, parce que l'Afrique bénéficie plus de l'apport des institutions de Bretton Woods, mais avec des conditions particulières qui font qu'elle a du mal à s'épanouir. Peut-être que cette présence de l'Afrique maintenant à ce sommet du G20 ou à cette intégration de l'Afrique au G20 pourra permettre à notre continent de sortir peut-être de l'ornière. Nous en parlons avec vous. Je commence par vous, comme Valentin Bayaba. L'annonce est officielle. L'Afrique, ou bien du moins l'Union africaine, intègre le G20. Oui, l'Union africaine aujourd'hui fait partie de G20, a une place permanente au G20. Donc, c'est pour dire que c'est une première, il faut saluer cela. Mais je me dis qu'aujourd'hui, depuis longtemps, l'Afrique a été marginalisée dans ces grandes rencontres-là où parfois on dit que c'est un continent faible, c'est un continent qui n'a pas de ressources. Et puis il y a des critères. Vous savez, depuis longtemps, comme je le disais tantôt, l'Afrique devait même avoir une place permanente au Conseil de sécurité de l'ONU. Cela a été réclamé. Oui, ça a été réclamé. Mais selon les principes ou selon les critères, c'est les pays qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale qui devaient quand même avoir la place, une droit de veto voilà, en tant que membre permanent. En tant que membre permanent. Et aujourd'hui, avec le G20, on dit que l'Afrique, on a pris l'Union africaine, qui est membre permanent au G20. Mais je crains beaucoup parce que nous connaissons notre continent. Comment est-ce que ça va être décidé? Parce que c'est tout un continent qui a une place permanente. Est-ce que, avant de pouvoir donner d'autres des propositions ou des accords qui seront issus de cette Union africaine-là, est-ce qu'il y aura des positions qui seront... Parce que vous savez, les pays français, les pays francophones, ils sont, et les pays anglophones également. Est-ce qu'on aura quand même une synergie d'action, enfin des positions qui seront... Vu que ce n'est pas toute l'Afrique et que c'est l'Union africaine, les décisions viendront donc de l'institution, de l'Union africaine. Cette institution, elle est plurielle aussi. Oui, bien sûr, mais quelque part, il y a des décisions qui sont prises à l'unanimité. Oui, et donc... c'est là, je dis, ce serait difficile. Vous savez, même ce qu'au niveau de cette Union africaine, parfois, les décisions sont difficiles à prendre. Est-ce qu'il n'y aura pas de trahison au sein même de ces pays-là qui vont prendre ces mêmes décisions? Ce serait difficile. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, ce qu'il faut chercher, c'est vrai, c'est une première et c'est déjà un acquis. Mais il faut aller au-delà. Parce que notre souhait aujourd'hui, la France est présentée comme un pays qui... Enfin, pas la France. L'Afrique est considérée comme un continent qui n'est pas, à mon avis... qui ne possèdent pas justement des ressources ou des critères sur lesquels nous ne pouvons pas nous appesantir pour appartenir à ces organisations-là. Si l'Afrique, c'est le continent le plus riche et que nous sommes demeurés toujours un continent où les gens viendront à nous dicter leurs lois, parce qu'il y a question à remettre en cause. Parce que dans un continent comme l'Afrique, où on dit nous avons des ressources et que les gens qui viennent prendre et aller les transformer, vont nous repenser et nous les revendre à un prix que nous ne pouvons pas acheter, il est question de se demander, mais à quand notre décollage? Parce que les relations internationales, comme on le disait tantôt, c'est de ça. Parce que tout ce qui se prendra là-bas comme décision, est-ce que
cette place que l'Union africaine ou l'Afrique a gagnée aujourd'hui, nous pouvons disposer des coups de franche pour réagir ou pour imposer notre droit. Ce serait difficile parce que nous sommes toujours considérés comme un continent marginalisé. N'est-ce pas peut-être l'occasion de prouver le contraire? Non, prouver le contraire, c'est vrai, mais nous n'avons pas encore, je le dis, parce que nous n'avons pas encore cette matière-là pour pouvoir prouver ce contraire-là. Et nous avons vu dans certaines organisations où l'Afrique a appartenu et aujourd'hui, nous n'avons pas de résultats tangibles. C'est pourquoi je dis, avec cette place au niveau du G20, l'Union africaine, c'est vrai qu'elle est là-bas, mais je me dis que c'est encore du travail. Parce que les coups bas, on connaît ce que c'est. On connaît ce que notre organisation africaine, là, elle est capable. Et les gens nous ont, c'est une figuration. Souvenez-vous que c'est une figuration. On vous a mis là-bas, bon, c'est vrai, l'Union africaine, vous êtes membre permanent au G20. Mais qu'est-ce que nous pouvons décider devant les grandes puissances pour que notre voix puisse passer? C'est là la question. Parce que peut-être négocier des choses qui vont à notre avantage. Quand on vous dit que vous êtes membre permanent d'une organisation comme celle-là, il faut à un moment donné que votre voix puisse passer. Mais je vois difficilement l'Afrique pouvoir s'ériger en grand concurrent derrière les grandes puissances comme les États-Unis, l'Europe et tout ce que vous connaissez. Donc, moi, je ne suis pas contre, je salue cela, mais il va falloir que nous prenions quand même les dispositions nécessaires pour que nous puissions faire valoir justement notre entrée en cette grande organisation qui est le G20. C'est notre souhait, mais il faut commencer aussi à changer les termes les critères de sélection qui puissent amener les gens au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est vrai que c'est trop vétus parce que ce qui se disait que c'est les pays qui ont eu le droit de gagner la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale doivent être membres, doivent avoir les droits de veto comme membre permanent. Je crois qu'il va falloir commencer à changer ces règles-là pour que l'Afrique y figure. Aujourd'hui, c'est vrai, l'Afrique fait, mais nous n'avons pas un membre permanent au Conseil de sécurité. C'est de ça il s'agit. Maintenant, il faut commencer par là. Alors, est-ce qu'on ne peut pas commencer par le G20 et puis petit à petit arriver au Conseil de sécurité? Nous avons commencé par le G20, c'est vrai. Mais je me dis qu'aujourd'hui, le gros problème ne reste pas au niveau du G20. C'est une figuration. Le problème réel, c'est au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Il va falloir qu'on y pense pour voir s'il faut changer les termes qui puissent faire intégrer tel ou tel pays dans ces grandes organisations-là. Alors, sur Claude Adamblenou, l'Afrique, quand on combine les avoirs, les puissances, qu'est-ce que je dis, les ressources des pays africains, des 55 membres de l'Union africaine, le continent devrait se placer 8e au rang mondial et donc devrait normalement occuper la 8e place dans ce G20. N'est-ce pas suffisant pour l'Afrique pour peser dans la balance au niveau des décisions? Quand moi j'ai appris la nouvelle, j'ai souri un peu. Parce que les 52 ou 53 pays qui composent l'Afrique ont des réalités diverses. Chaque pays avec ses réalités. Et en dehors de ça, les ressources qui font la fierté des pays européens viennent de l'Afrique. Et surtout, notre organisation de l'Union africaine, transformée dans les années 2000, sous ce nom, il y a trop de divisions. Des décisions sont prises, mais l'application pose problème. L'Afrique a traîné jusqu'aux années 90 où le FMI et la Banque mondiale ont parlé d'ajustement programme d'ajustement structurel qui ont plus tué nos économies. Quand on fait les budgets, il faut que ça aille à Bretton Woods et à la Banque mondiale pour approbation, etc. Alors que eux autres, ils ne font pas l'inverse. Moi, je dis ici et maintenant qu'il faut que l'Afrique se laisse piétiner par l'Occident. Dans les années 80-90... Il faut que l'Afrique se laisse piétiner par les Occidentaux, par l'Occident. Il y a des experts africains qui se sont réunis et ont posé un vrai problème du décollage de l'Afrique qui doit dépendre de son industrialisation. Tout ce que nous produisons doit être transformé sur le continent.
Il ne doit plus avoir d'exportation pour que ces mêmes produits reviennent en produits finis plus chers. Il faut commencer par l'industrialisation de l'Afrique et mettre un accent particulier sur l'agriculture qui est la première économie de développement. Alors, maintenant parlons du G20 avec cette place de membre permanent que l'Afrique obtient. N'est-ce pas déjà une aubaine pour commencer par changer les choses? Parce que je le disais, quand on voit les statistiques, ce qui permet de classer les puissances, c'est le PIB, c'est l'économie du pays, c'est les avoirs de ce pays. Et quand on fait l'Union africaine avec ses 54 pays membres, on a un PIB qui est dans les 300 milliards de dollars et qu'on se positionne au 8e rang mondial. N'est-ce pas une manière ou une opportunité peut-être pour l'Afrique de maintenant commencer par peser dans les décisions internationales et petit à petit commencer par changer les donnes et arriver peut-être à ce que vous dites? Non, moi je pense que la place offerte à l'Union africaine est une figuration. Être un trop-œil. Plutôt, on l'a fait rentrer dans ce mécanisme pour mieux exploiter l'Afrique. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ceux-là qui se regroupent dans ce G20 sont des pays nantis. La somme de ce que tu as fait pour dire que avec le cumul des PIB font que l'Afrique occupe le 8e rang. Le président sénégalais l'avait évoqué lors d'un sommet à Aix-en-Provence. Oui. En juillet dernier. Oui, Macky ça Sall. fait la 8e. Bon. Oui. Quelles sont les procédures et les mécanismes qui garantissent l'accomplissement de ces cumuls pour que ça soit une réalité, pour que ça fasse un bloc dans le G20? Quelle puissance cette Union africaine a dans ce G20? Il y a, quand les experts font leurs calculs, c'est qu'ils ne disent pas aux Africains ce qui est derrière. C'est pourquoi les Blancs ont l'habitude de dire que quand vous voulez cacher quelque chose aux Africains, mettez-les dans les livres parce qu'ils ne lisent pas. Maintenant, nous lisons. Maintenant, vous lisez. Et on vous a dit d'intégrer l'Union africaine, son intégration dans le G20 en question. L'Union africaine doit consulter les pays et que les parlements doivent ratifier cet engagement, ou bien l'Union africaine en tant qu'entité a pris la décision de. C'est une question que je pose. S'il y a des démarches à faire et que ces démarches ne sont pas faites, et que c'est l'Union africaine elle seule qui prend le devant pour dire qu'il y a l'intégration, tout ça, moi je pense qu'il y a vice de procédure. Mais toutefois, ce que je peux dire, c'est que l'Afrique elle-même est la source de son sous-développement. Parce que nous avons la souveraineté il y a une 60aine d'années. Qu'est-ce que nous avons fait nous-mêmes? Ce que moi j'ai constaté, c'est que nos premiers dirigeants et autres n'ont copié que les Blancs. Ont entériné, ont suivi le mécanisme néocolonial jusqu'à ce jour. Et quand il y a des coups d'État de gauche à droite, on peut aussi regarder ailleurs. C'est-à-dire que il y a certaines dispositions de paupérisation des peuples, il y a des dispositions d'inégalité, d'injustice qui font que le terrorisme est né, qui fait que beaucoup de choses ne marchent pas. Quand on arrête les voleurs, les braqueurs et tout ça là, au cours des interrogatoires, ce qui ressort, c'est que ce sont des démunis. Ce sont des démunis qui veulent vivre. Donc, leur conception d'avoir les moyens, c'est d'adopter le braquage, le banditisme avéré pour réussir. Et quand tu fais l'étude de tout ce qu'ils posent comme acte, vous verrez que peut-être ils ont raison. Et ça pose le problème de la gouvernance. Alors, à cause de la gouvernance, vous pensez que l'Afrique n'a pas sa place dans ce G20? Personnellement, j'ai dit que c'est un trop-œil. Gabriel Adjaro, que dites-vous de cette intégration de l'Afrique en tant que membre permanent du G20?
Ah oui, moi je pose là les idées du doigt, vous savez. Je me suis dit, bah, peut-être on va y aller, on va s'asseoir en tant que spectateur, comme on l'avait fait quand on a intégré certains pays au Conseil de sécurité comme non permanent. On a même eu à présider cette institution-là sans pouvoir prendre de grandes décisions. Donc aujourd'hui, dans le G20, l'Afrique, ça représente quoi? On sait très bien que le PIB de l'Afrique tout entière, c'est 3% du PIB mondial. Donc pratiquement, on est à quel niveau? C'est vrai qu'on combine les ressources qu'on a, mais est-ce qu'on combine l'état de la population, l'état économique de la population? Qu'est-ce que la population a? C'est aussi ça le problème. Il ne s'agit pas d'aller dans les institutions, de siéger, mais en réalité, est-ce que toi-même, tu es conscient que tu dois être invité à ce niveau? Parce qu'il y a des réunions dans lesquelles toi-même tu vas, tu sais très bien que tu n'as même pas le niveau de cette réunion-là. Mais tu es là quand même, mais parce que bon, on t'a invité. Aujourd'hui, l'Afrique, on doit pouvoir travailler beaucoup plus sur la population et surtout créer les conditions pour que la population arrive à améliorer sa condition de vie et surtout arrive à se développer. On a une population de près de 60% qui vit sous le seuil de la pauvreté. Comparer ce pourcentage-là à d'autres pays. Parce que la plupart du temps, ce qui me fait mal aussi, c'est qu'on confond toute l'Afrique entière, le continent le plus grand au monde, à des pays. L'Union européenne est dans le G20, mais au même moment, il y a des pays de l'Union européenne qui sont dans le G20. Il y a la France et autres qui sont dans le G20. Aujourd'hui, la Norvège ne fait pas partie du G20, mais on ne peut pas comparer les conditions de vie des habitants de la Norvège à un pays africain. C'est carrément impossible. Il ne s'agit pas de siéger dans ces institutions-là. Je pense que c'est un trompe-l'œil. Quand on va siéger, on dit on est dans le G20 et tout, on participe à des réunions, mais en réalité, ce n'est pas nous qui prenons les décisions. On nous invite, on nous dit de venir intégrer ces institutions-là juste pour mieux nous contrôler. Parce que quand vous allez parler là, on va pouvoir contrôler votre pensée. Alors que si vous êtes de l'extérieur, ça va être compliqué de vous contrôler. Aujourd'hui, nous avons de réels problèmes en Afrique. Je ne suis pas sûr qu'intégrer le G20, c'est ça qui va apporter une solution aux problèmes de l'Afrique, parce que réellement, en Afrique, on a de réels soucis, des soucis économiques, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à manger à leur faim. C'est assez compliqué. Est-ce que dans ces pays-là, dans les pays européens et autres, ils ont ce genre de problème? Le G20 à lui seul cumulait 85% du PIB mondial. Avec 20 pays, il cumulait 85%. Seule l'Afrique du Sud en faisait partie. Mais avec l'Union africaine aujourd'hui, même si, bon, moi je ne suis pas sûr si tous les pays ont adhéré à l'idéologie que l'Union africaine intègre le G20, mais je suis partant que nous devons revenir sur nous-mêmes, travailler afin qu'on nous sollicite. Ce n'est pas à nous de faire des pieds et des mains. Non, non, non. Travaillons sur notre puissance. Parce que nous avons le continent le plus grand au monde. On a des ressources minières pas possibles. Pas le plus grand, le troisième plus grand. On doit réellement travailler sur nous-mêmes, travailler avec nos ressources, travailler à progresser et surtout à asseoir notre puissance. Et là, c'est aux autres de venir nous chercher à venir siéger. Ce n'est pas à nous de faire des pieds et des mains pour qu'on invite nous là. On veut aussi faire partie de vous. Non. Ça, c'est de faire de la courbette. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Et donc, pour vous aussi, cette intégration au G20 ne changera rien, ne changera absolument pas rien, grand-chose. non, absolument rien. Un dernier mot, Mayaba. Oui, un dernier mot. C'est pour dire quoi? En fait, moi, je ne suis pas contre l'intégration de l'Union africaine au G20. Mais sauf que nous constatons que ça doit être de la figuration, comme je le disais tantôt. Dans un premier temps, vous avez vu lors du sommet, je crois, Russie-Afrique, comment l'appelle-t-on, les jeux de cartes qui sont joués là-bas où le président, enfin, le capitaine Traoré, ayant quand même constaté des manquements, a déclaré ouvertement, voilà ce qui manque à l'Afrique. Mais cette réalité n'a pas plu à certains des chefs d'État africains. Et sur place, je crois qu'il y a eu des réponses qui n'ont pas plu et qui me dit que non, le lent, c'est que la vérité, elle est là. Mais ça ne devait pas être une guerre ouverte sur les grandes puissances. Nous voyons notre tard qui est arrivé. C'est pourquoi je dis que l'entrée de l'Union africaine au G20, c'est les mêmes problèmes qui vont se poser. Mais ça veut dire qu'on ne parlera pas de la même voie. Non, on n'aura pas la même vision. Les choses ne seront pas se passer comme le pensions. Il y aura toujours ces clivages-là qui ne vont pas nous arranger. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause
Puis on vous retrouve tout de suite pour la dernière partie de cette émission que nous allons consacrer au Togo.